Amis fidèles internautes, c'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui pour parler de football féminin. Surtout, devrais-je dire même football féminin parce que le football, ça reste du football. Ça se pratique à 11 contre 11 surtout. Donc, il n'y a pas de genre pour le pratiquer. Donc, voilà. Mais pour la précision quand même, aujourd'hui, nous sommes avec le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, féminine, Mamoussa Cissé. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour parler de football. Bonjour Monique et merci à vous de vous être déplacé pour venir nous voir dans la tanière. Parce que c'est toujours important pour nous aussi d'avoir de la visite. Vous voyez, on est ici, on est tout seul. Donc ouais. Avoir de la visite, surtout de la presse, c'est important pour nous. Parce qu'il est aussi important pour nous de permettre au public de savoir ce que nous faisons. Parce que nous avons quelque chose d'utilité publique qui appartient à tous les Sénégalais. Il est important que les Sénégalais et les Sénégalaises, et les parents, que tout le monde puisse voir ce qu'on est en train de faire, où est-ce que nous sommes actuellement par rapport à cette préparation-là. Et ça va permettre peut-être aux uns ou aux autres de pouvoir comprendre quels sont les enjeux et de pouvoir nous accompagner sur cette Coupe d'Afrique à laquelle nous sommes qualifiés, à laquelle nous allons participer dans 3 mois. Actuellement au centre Youssoupha Ndiaye de Guéro pour préparer 2 rencontres amicales contre le Ghana. Prévu le 5 et le 8 avril ici au stade Lat Dior précisément. Ce sont quand même 2 rencontres comptant pour la préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dont le Sénégal est qualifié depuis 2023 précisément en décembre en battant l'Égypte. Donc les Lions se préparent. Aujourd'hui, elles se sont entraînées correctement ici d'ailleurs au centre technique Youssoupha Ndiaye de Guéro. On va un peu parler de ce centre-là parce que j'ai eu la chance d'avoir découvert le centre Toubab Dialaw de Rufisque. Mais ici, c'est la première fois que j'arrive ici. C'est quand même un lieu vraiment adéquat pour pouvoir se préparer en tant qu'équipe de football. Tranquillement en tout cas. Oui, moi j'aime bien ce centre, j'aime bien et puis pour la petite histoire, mes collègues sélectionneurs me disent que Guéréo c'est la maison de Mamoussa. Bon, parce que vraiment tout est à côté, nous avons le terrain, nous avons l'hébergement, nous avons la restauration et puis il n'y a pas autre chose à faire. Et elle travaille, elle récupère et donc pour moi c'est un bon cadre, de même que Toubab Dialaw. Et aujourd'hui, si vous voyez quelque part les résultats de nos équipes sénégalaises, de nos sélections, c'est dû en partie au fait que la fédération a ces 2 centres. Ça permet aux équipes d'avoir du temps de préparation et ça c'est important. Donc nous sommes ici chez nous et nous vous accueillons chez nous avec beaucoup de plaisir. On va quand même direct maintenant aborder vraiment le vif du sujet parce que vous êtes sélectionneur du Sénégal depuis plus d'1 décennie. Je ne sais pas si vous êtes arrivé en 2012 ou en 2013. Je ne me rappelle pas précisément, mais c'est à vous de me préciser tout cela. 10 ans, plus de 10 ans, ce n'est pas 10 jours ni 10 mois, surtout en étant sélectionneur avec toute la pression qu'il peut y avoir autour. Comment vous êtes arrivé en équipe nationale du Sénégal? Bon, je suis arrivé en 2013. J'étais l'adjoint de Bassoiré Diaby, donc juste après la première CAN du Sénégal, en Guinée équatoriale. Donc je suis venu accompagner Diaby dans cette mission. Et vous parlez de 10 ans, mais ça n'a pas été linéaire. Parce que j'ai été 2 ans adjoint jusqu'en 2015. Et quand Diaby est parti, je suis devenu sélectionneur de 2015 à 2017. Après, je suis sorti de la tanière pour 2 ans parce que j'ai aussi d'autres occupations dans le sport. Et je suis revenu en 2019. Et donc, depuis 2019, je suis là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été linéaire, mais comme vous le dites, c'est 10 ans dans le haut niveau. Et avant, j'étais dans le football des hommes. Parce que j'ai coaché des équipes comme la compagnie sucrière. Quand je suis sorti de l'instructorat, j'ai coaché une équipe comme l'Etix de Mboro.
J'ai été directeur technique du SNEPS. Je suis passé donc par le football des hommes avant d'arriver au football féminin. Et donc, c'est une découverte. Mais avec Diaby, qui est un frère, qui est un mentor, j'ai appris à ses côtés. Justement, vous parlez de Bassoir Diaby, vous avez pris sa relève en tant que tel. Après, qu'est-ce que vous avez vraiment concrètement appris de lui? Et beaucoup de choses, beaucoup de choses. Diaby, c'est le football qui nous a réunis, mais ceux qui nous connaissent aujourd'hui savent que nous sommes des frères. Nous sommes des frères, c'est quelqu'un avec qui je discute beaucoup, je ne fais rien sans lui en parler, parce qu'au-delà de ses qualités professionnelles, de sa connaissance du football, de ses compétences, mais Diaby, c'est une personne d'une loyauté et d'une probité très rare. Et donc, c'est un mentor. Il fait partie de mes mentors. Et au-delà du coaching, nous partageons aujourd'hui autre chose, la formation des cadres. Donc moi, je suis instructeur comme lui et il m'a beaucoup aidé. C'est quelqu'un qui est très pondéré, qui est très calme, qui n'est pas très pressé dans ce qu'il fait. Il m'a appris beaucoup de choses dans ce métier-là. J'ai appris à ses côtés, calmement. Il m'a donné des ficelles. Parce que je pensais qu'au départ, il fallait coacher les filles comme les garçons. Mais après, j'ai compris avec lui qu'il y avait une autre sensibilité. Il y avait des choses à prendre en considération. Et cela m'a beaucoup aidé quand j'ai pris la sélection. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas lâché. Je ne fais rien sans qu'on en discute. Il est au fait de tout ce que je fais. Il est au fait de tout ce que fait la sélection. Il est vraiment encore là-dedans. Et c'est le lieu pour moi de le remercier, de lui montrer toute la considération que j'ai pour sa personne. C'est quelqu'un de très bien et vraiment grand. Je te fais un coucou pour te dire vraiment, c'est une chance pour moi de t'avoir eu dans mon passage. En fait, vous dites que vous êtes arrivé en équipe nationale par ce biais-là, mais après, est-ce que vous avez toujours été passionné de football féminin et pourquoi avoir vraiment choisi l'équipe nationale du Sénégal, d'autant plus que vous étiez pratiquant en tout cas au sport masculin? Oui, en fait, quand on m'a proposé l'équipe nationale, j'ai dit oui, parce que en fait, pour moi, c'est pas quelque chose qu'on refuse. Et pour la petite histoire, certains m'ont dit, mais avec les diplômes que tu as, avec ta connaissance du football, tu vas t'embourber là-bas. On me l'a dit plusieurs fois. C'était pas surtout facile à l'époque. Oui, mais moi je dis que quelque part, il faut qu'il y ait des soldats. Moi, je ne me fixe pas par rapport à une catégorie, je ne me fixe pas par rapport à un genre. Je me fixe par rapport au développement du football sénégalais. Moi, je suis enseignant de PS de formation. Donc, j'ai enseigné dans des lycées, dans des collèges où il y avait des filles et des garçons. Et aujourd'hui, je me rends compte que le football féminin est en plein essor. Il fallait qu'au Sénégal, qu'après ce que les doyens ont fait, les Campou, les Elliott, les Bassoir et Diaby, qu'il y ait de la relève. Et quand le directeur technique m'a demandé de le faire, j'ai dit oui, je vais le faire. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je fais ce métier-là. J'ai compris beaucoup de choses. Ça m'a permis de comprendre une nouvelle approche par rapport au genre féminin. Et aujourd'hui, on a essayé ensemble de développer quelque chose. Et alhamdoulilah, ça commence à porter ses fruits. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir la satisfaction de voir notre équipe retrouver le Gotha du football africain. Mais on peut aussi avoir le sentiment de satisfaction d'avoir permis à beaucoup de ces filles qui étaient là, qui rêvaient d'être des professionnels, qui sont devenus aujourd'hui des professionnels et qui vivent bien de leur art. Donc vraiment, pour moi, c'était important de le faire. Et il fallait que quelqu'un soit au charbon. Il fallait un combattant et je me suis porté garant pour être, après Diaby, ce combattant-là pour donner à ce football féminin une partie de son essor. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont intéressées après ce qu'on a fait. Et je pense qu'après, il y aura une relève pour permettre à ce football féminin-là, excusez de la répétition, pour permettre au football féminin de devenir encore plus grand en Afrique, parce que c'est ça notre rêve, que notre football, partout où il se trouve, puisse rayonner chez les garçons, chez les jeunes, chez les filles. D'accord. Comment souvenez-vous vraiment vos débuts dans le football féminin? Pas seulement en tant que sélectionneur principal, mais surtout vos débuts. J'étais là en tant qu'apprenti.
Parce que j'ai eu la chance d'avoir un coach qui m'apprenait des choses, qui me donnait beaucoup de ficelles, avec qui je discutais. Quand je ne comprenais pas, j'avais la chance de lui dire « mais je n'ai pas compris, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a de telles situations ». Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir cheminé pendant toutes ces années avec le même staff médical. C'est des femmes qui sont là dans cette sélection, certaines depuis 2005, qui connaissent cette maison comme la leur, qui connaissent les filles, qui connaissent la psychologie féminine. Et ce sont des personnes qui m'ont beaucoup aidé pour comprendre. Des fois, il m'arrivait de vouloir prendre certaines décisions. On m'a appelé, on me dit attention, pour telle et telle raison, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et j'ai appris à comprendre qu'il y a autre chose, qu'il faut mettre la compétition ces filles-là, mais elles ont besoin de quelqu'un en qui elles ont confiance pour pouvoir progresser. Et j'ai essayé de cultiver avec elles cette confiance-là, de mettre un environnement positif dans l'entraînement. Vous avez suivi tout à l'heure la séance d'entraînement. Il y a du sérieux, il y a beaucoup d'exigences, mais il y a aussi cette envie. Et elles vivent bien, elles sont heureuses de se retrouver. Et je pense que ça aussi, c'était un facteur important que j'ai appris avec Diaby et qu'on a su insuffler dans cette sélection-là. Donc, c'était pas facile au début, mais au fil du temps, on a compris qu'il fallait travailler. Et c'est après que j'ai appelé Soukei, qui a été joueuse, qui est coach, qui a fait ses diplômes, et elle est venue m'accompagner pour régler certaines questions de filles. Parce qu'avec les femmes, c'est jamais facile. Il y a des choses que nous autres hommes... Elles sont beaucoup plus demandeuses que les hommes d'ailleurs. Elles sont exigeantes, mais elles savent être exigeantes avec elles-mêmes. Ouais. Et elles voulaient rendre cette exigence-là. Parce que quand elles sentent que c'est sérieux, quand il y a la justice qui est là, quand elles sentent qu'il y a la confiance, elles sont capables de plus se donner que les hommes. Et ça, je l'ai vécu. Et c'est une expérience extraordinaire que je suis en train de vivre avec elles. Alors, vous êtes là depuis très longtemps. De vos débuts à maintenant, sur quoi vous êtes vraiment fiers dans cette équipe nationale-là, ou généralement dans ce football féminin au Sénégal? Il y a des progrès. Il y a beaucoup de progrès. En 2019 déjà, quand on revenait avec l'équipe, il n'y avait que 2 ou 3 filles qui revenaient de France. Et la seule parmi les filles qui sont là, c'est Mamadou. Donc toutes les autres, les Safi, les Meta, les Awa Diakhaté, les Meng Sow, elles étaient là. Et leur rêve le plus grand, c'était de devenir des professionnels. Aujourd'hui, sur le groupe que nous avons convoqué, nous avons 13 qui sont venus de France et de Turquie et du Maroc. Et c'était là, ils sont devenus professionnels entre-temps. Ça, pour moi, c'est important. Parce qu'on leur a permis, au-delà de l'équipe, d'avoir un développement personnel, de devenir des personnes respectées. Parce que vous connaissez un peu l'histoire du football féminin. À un moment, ils étaient dénigrés, il y a eu beaucoup de préjugés, même dans les familles, c'était pas ça. Mais maintenant, on voit que ces filles-là sont acceptées. Maintenant, ce sont les parents qui amènent leurs enfants pour qu'elles viennent jouer au football. Les parents demandent pourquoi les filles. Donc, elles sont valorisées aujourd'hui. On commence à les connaître. On fait aujourd'hui des émissions sur le football féminin. Ça n'existait pas avant. Et donc, c'est important aujourd'hui qu'on reconnaisse cela. C'est important. Maintenant, après, on a su nous battre, parce que c'était l'un des objectifs, pour faire revenir l'équipe du Sénégal au haut niveau. Parce qu'on est resté 10 ans après la CAN de 2012 sans revenir à la CAN. Et l'objectif, c'était de revenir, et on l'a fait en ayant battu le Mali. Et après ça, avant ça, on a gagné le premier trophée du football féminin avec ces filles-là au tournoi de l'UFOA qui était en Sierra Leone. Et ça, je pense que c'est un élément déclencheur. Parce qu'on a battu sur ce tournoi-là le Mali en finale 3-0. Et le Mali revenait d'une Coupe d'Afrique. Tiens, on s'est dit, il y a quelque chose de possible. Et avec le travail, on a vu que l'équipe a commencé à monter en puissance. Aujourd'hui, on a fait une CAN qui était, pour certains, c'était une bonne CAN. Et ça nous a permis, jusqu'en quart de finale, de faire découvrir le football féminin. On a eu même droit à une qualification pour les barrages de la Coupe du Monde. Donc c'est des échelles. On est monté sur les échelles. Et pour la première fois dans l'histoire, on se qualifie 2 fois de suite pour une Coupe d'Afrique. Donc pour moi, il y a des avancées. Mais à côté de ça, il faut remercier et féliciter la fédération qui est allée aussi dans le sillage de travailler sur la relève.
Parce qu'aujourd'hui, peut-être que beaucoup de personnes ne le savent pas, nous avons une sélection U15, nous avons une sélection U17, nous avons une sélection U20. Et même des sélections futsal. Effectivement. Et aujourd'hui, ça veut dire que ça n'existait pas avant. On n'avait qu'une seule équipe. Mais aujourd'hui, dans le groupe que vous avez vu tout à l'heure, nous avons 3 joueuses U17 qui sont encore dans l'équipe U17. Nous avons 5 ou 6 joueuses qui sont dans la sélection U20. Donc aujourd'hui, il y a un système de tiroir pour permettre aux filles de passer d'une étape à l'autre et aujourd'hui de se retrouver très vite en sélection. Si Aïssatou Fall parvient par exemple ou Nogay parvient à aller à une Coupe d'Afrique à leur âge, mais ce sera extraordinaire parce que nous l'avons fait avec Absatou Malado. À moins de 17 ans, elle était déjà à la carte. Aujourd'hui, on parle d'elle comme si elle était une joueuse âgée. Elle vient juste d'avoir 19 ans et alhamdoulilah, on la voit jouer. La première joueuse sénégalaise à jouer une Champions League européenne. C'est ça. Et ça donne, ça inspire les autres. Ça pousse les autres à se dire qu'un, c'est possible. Si on travaille, on va y arriver. Et c'est dans cet environnement-là que nous travaillons. Pour moi, c'est ça, cette satisfaction. Au-delà des résultats de l'équipe, l'accomplissement de chacune de ces filles-là, le rêve qu'elles avaient qui commence à se concrétiser, ça aussi c'est important pour nous. À vous entendre parler, ça se comprend très vite. Vous êtes un passionné du football. Il n'y a pas de débat sur ça. Mais à quel moment, est-ce que vous avez déjà pratiqué le football? Oui, j'ai joué au football, mais pas à un certain niveau. Je suis dans une famille de footballeurs et dans une famille de sportifs. Déjà, mes 2 oncles maternels sont du basket. Ablaye Seymouro, que vous connaissez, qui a été jusqu'à FIBA Monde, et Matarguine, qui a été président de la FABA, ce sont 2 frères de ma mère. Donc nous avons grandi dans ce... Et j'ai eu des grands frères qui étaient professeurs d'éducation physique, qui ont joué à un certain niveau. J'ai un petit frère qui a joué même jusqu'à être professionnel, qui a joué en équipe nationale du Sénégal. Ça veut dire que c'est dans cet environnement de sportif que j'ai toujours été. J'ai toujours aimé le football, mais je n'ai pas pu avoir cette carrière-là à cause de mes études. Justement, on dit que ce ne sont pas les meilleurs footballeurs qui deviennent les meilleurs entraîneurs au futur. Donc, à quel moment vous avez vraiment pensé à devenir cet entraîneur-là? D'autant plus que, comme vous le dites, votre carrière en tant que footballeur, en tout cas, n'a pas été fructueuse. Oui, je pense très jeune, parce que j'ai côtoyé des grands frères qui étaient des entraîneurs et j'étais avec eux. Ils avaient des relations. Et quand j'étais jeune, un doyen comme Momar Tchoun côtoyait mes grands frères. Je connaissais des gens comme Amsatou Fall, plus mes grands frères. Donc, ça m'a donné le goût. Je vais vous donner une histoire. J'ai joué en Navetan, en cadet dans notre quartier. Et l'année d'après, j'étais le coach de l'équipe sénégalaise. De l'équipe, de l'équipe cadette de mon quartier. J'ai commencé à coacher les jeunes de mon quartier. Ça a toujours été en moi. J'ai toujours aimé rassembler les jeunes pour travailler avec ça. Et il y a quelqu'un qui me disait, quand il m'a vu entraîneur, ça ne pouvait être que ça. Ça ne pouvait être que ça. Toi, on sentait déjà très jeune que tu avais cette passion-là et que tu allais t'investir là-dessus. Donc, je suis dans mon milieu. J'ai eu la chance d'avoir fait de ma passion mon métier. Et je le vis au quotidien. J'aime, quand je suis dans un terrain de football, je vis. J'aime bien ça. Et au-delà de ça, j'aime bien enseigner. Et c'est pourquoi aussi j'ai fait une carrière en tant qu'instructeur. Je suis aujourd'hui parmi le panel des experts de la CAF. Peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais je participe beaucoup à la formation des entraîneurs dans ce pays-là. Et c'est quelque chose que j'adore, que j'aime. Justement, vous disiez tout à l'heure que beaucoup de choses ont changé dans le football féminin, mais avec vous, est-ce que votre vision en tant que sélectionneur de vos débuts à maintenant, est-ce que a évolué vraiment votre vision en tant que sélectionneur? Je suis venu avec une vision et je me suis dit qu'il fallait travailler dans le cadre d'un processus. Parce qu'on ne peut pas revenir de but en blanc et passer devant le Nigeria et passer devant l'Afrique du Sud, le Ghana. Il fallait le faire, comme on dit, étape par étape, step by step. Et la première chose, c'était d'abord de renouer avec le Gotha du football africain, pour moi. Et une fois qu'on était à ce niveau-là, il fallait être constant maintenant.
se qualifier tout le temps. Parce que c'est quand on joue ces grandes compétitions-là qu'on grandit. Je me rappelle, les premières fois qu'on a joué à Touab Dialaw. La première chose que j'ai dû dire, c'est bien, on a joué ici contre le Cap-Vert, mais il faut qu'on aille jouer au stade. Qu'on permette aux filles de découvrir l'antre dans lequel elles vont évoluer. Et ça a permis aux filles de se décomplexer, ou de prendre confiance. D'avoir cette envie-là de surtout porter le maillot. De porter le maillot et d'être vu par d'autres, d'être encouragé par un public. Et donc, je me suis dit, il fallait le faire. L'autre chose, c'est à un moment aussi, je me suis dit, si on veut progresser, il faudrait qu'on voit avec quel adversaire on doit jouer. Vous vous rappelez, avant d'aller à la CAN, nous sommes allés jouer contre le Cameroun, au Cameroun. Et ces matchs-là ont permis à l'équipe de grandir. Bien sûr. Parce qu'on pensait qu'on allait prendre des raclés. Je n'avais pas peur de ça, parce que c'est le football qui est comme ça. Vous pouvez jouer, prendre des trucs. Mais je me suis dit, si on parvient à jouer comme on sait le faire, on peut faire la surprise. Et on aurait pu gagner l'un des matchs là. Bien sûr. Après, on est revenu et les filles ont commencé à se dire, tiens, on a tenu tête avec le Cameroun, ça veut dire que quelque chose est possible. Et ça nous a permis de faire une bonne CAN. Si vous voyez aujourd'hui dans les matchs amicaux que nous jouons, sur ma demande, nous avons cherché de grandes nations. Nous avons joué l'Afrique du Sud, nous avons joué le Maroc. En tout cas, vous choisissez vraiment vos adversaires. Oui, parce que si on veut grandir, il faut jouer avec des équipes qui vont nous poser des problèmes. C'est des matchs amicaux, c'est des matchs de préparation. Donc le résultat, il est important, mais pour moi, il n'est pas déterminant. Là, c'est quels sont les problèmes que ces équipes-là vont nous poser pour qu'on puisse, dans un match officiel, dans un match de compétition, pouvoir les régler. C'est comme ça qu'une équipe grandit. Et regardez, si on n'avait pas la chance de jouer ces équipes-là, vous tombez dans une poule où il y a ces équipes-là. Il y a le Maroc, il y a la Zambie, des équipes qui étaient à la dernière Coupe du Monde, de grandes équipes. Vous êtes sur la RDC, dont l'ossature est composée par le tout-puissant Mazembe, dont l'équipe a gagné le truc. Mais là, vous êtes désarçonnés. Mais aujourd'hui, on sait qu'on va vers une compétition difficile. Mais pour autant, on n'a pas peur. On se dit que c'est un challenge. Il y a possibilité sur un tournoi de faire de bonnes choses. Mais ce qui nous a permis de le faire, c'est parce qu'on a de jouer de grandes équipes comme l'Afrique du Sud. Et à domicile, on va jouer le Ghana. On sait du point de vue. L'Algérie aussi. On a joué l'Algérie, on a joué la Tunisie. On a joué les équipes du top 10. Parce que pour moi, pour grandir, il faut jouer avec les grands. Et c'était ça, cet objectif-là. On est en train de nous développer à partir de ça, de faire en sorte de connaître ces équipes-là, de connaître leur façon de jouer, de connaître l'identité de chaque équipe et nous, de nous forger une identité par rapport à ça. Et on est en train de grandir dans ça. Maintenant, je connais les débuts. Quand on jouait, on voyait des filles qui avaient peur. On était dans les vestiaires, tu sentais des filles timorées, mais quand maintenant on joue ces équipes-là, je ne sais pas si vous le sentez, quand vous voyez les joueurs sortir, vous sentez beaucoup de confiance. Justement, sur ce point, quelle doit être la force d'un sélectionneur pour pouvoir mener ce genre de groupe dont au début, ce n'était pas vraiment, entre guillemets, le niveau d'aujourd'hui. Quelle doit être vraiment la force d'un sélectionneur? Mais m'adapter à la nouvelle réalité. Parce qu'elles ont franchi un cap. Elles sont devenues professionnelles. Elles travaillent aujourd'hui dans de grands clubs avec d'autres paramètres. Et c'est ça qui m'a poussé l'année dernière à demander à la fédération de faire une tournée dans les clubs. Pas simplement pour voir les filles, mais pour voir comment ces équipes-là travaillent. Parce que là, elles viennent sur les dates FIFA. Pour moi, il n'était pas question qu'il y ait un décalage entre ce qu'elles font en club et ce qu'elles font en sélection. Donc, il fallait que nous, à notre niveau, qu'on élève notre niveau d'exigence, notre niveau de compétence pour nous permettre de les prendre et de bien les prendre en charge. Et après, il y a aussi une discussion que nous faisons avec elles. Si elles apportent des choses nouvelles, innovantes, qui peuvent bénéficier à l'équipe, on prend. Parce que c'est ça aussi. L'équipe, ce n'est pas l'équipe d'une personne ou l'équipe d'un staff, c'est une équipe, c'est une famille. Vous le voyez, c'est une famille. C'est une famille où chacune a envie d'apporter quelque chose. Elles nous disent, coach, on a fait ça en club, est-ce qu'on ne peut pas faire, est-ce qu'on peut faire? On essaie. Si ça marche, c'est bon. C'est une co-construction.
à laquelle nous travaillons. Mais nous avons aussi un staff qui a les compétences qu'il faut. Et ça nous permet aussi de progresser. Et c'est l'occasion pour moi aussi de les féliciter, de les remercier pour la qualité du travail qu'ils font, mais aussi de leur loyauté et de leur sincérité dans les rapports. Alors, coach, je crois que les deux Cissé les plus connus sur le football sénégalais, il n'y a pas de débat, c'est Mamoussa Cissé et Aliou Cissé. Vous avez le même nom. Est-ce que vous êtes familier avec Aliou? On a la famille du sport. on a la passion du football. Ouais. Et je pense qu'on a aussi ensemble l'amour de notre pays. Vous avez partagé des choses en tant que sélectionneur? Oui, beaucoup de réunions, beaucoup de choses sur lesquelles, parce que parfois il nous arrive d'avoir des réunions avec l'ensemble des sélectionneurs et de pouvoir discuter et d'échanger sur ce qu'il faisait lui par rapport à l'équipe et nous aussi sur ce que nous faisons pour qu'on puisse avoir une identité pour pouvoir travailler sur ces choses-là. C'est pas des cloisons. On est autour d'une direction technique et on discute. Aujourd'hui, nous sommes en train de le faire avec Pape Thiaw. Hier, j'ai discuté avec le staff des U17, avec les Pape et autres. Serigne Saliou, on discute beaucoup. Souleymane Diallo, on discute beaucoup. On est une même famille et nous avons les mêmes objectifs. Nous avons le Sénégal. Ce n'est la maison de personne, ce n'est l'apanage de personne, c'est pour tous les Sénégalais et nous devons d'être unis, d'être une famille, d'être solidaires pour avoir ces objectifs-là. Et le Manko Woutindamli n'échappe pas aussi aux techniciens. Alors Aliou, je vais un peu revenir sur, vous me permettez, sur Aliou Cissé. Vos trajectoires quand même sont un peu pareilles. Il est arrivé en mars 2015. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a inspiré? J'en suis sûr et certain que vous aussi, vous l'avez inspiré d'une part, parce que parfois dans ses conférences, il parlait aussi de l'évolution du football féminin au Sénégalais. Est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui vous a inspiré sur quelque chose? Oui, moi, vous savez, tout le monde m'inspire. Moi, je suis quelqu'un qui regarde tout ce que les gens font de bien. C'est vrai. Je dis souvent quand je fais les stages que je ne suis en concurrence qu'avec une seule personne, c'est moi. Je vais être une meilleure version de moi-même chaque jour davantage. Et pour le faire, il faut que je fasse une introspection de ce que je fais. Je vois ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ça, c'est au niveau personnel. Mais que je vois aussi chez les autres ce qu'ils ont de bien. Parce que nous avons le même métier, nous faisons la même chose. Donc parfois, vous voyez des choses que les gens font et qui réussissent. Aliou a gagné une Coupe d'Afrique aujourd'hui, de même que Malik Daf, de même que Pape Thiaw, de même que Serigne Saliou. Et donc, il est important de regarder ce que ces gens-là font de bien. Il m'arrive de discuter avec certains coachs, de dire comment tu fais telle chose. Parce que ce n'est pas le Coran ou la Bible. Les choses ne sont pas dogmatiques. Les choses évoluent et il faudrait aujourd'hui s'appuyer sur les autres pour pouvoir progresser. Et donc, de ce point de vue-là, ils nous ont tous inspirés et nous sommes fiers d'appartenir à cette même famille et de pouvoir travailler à ce haut niveau de responsabilité pour pouvoir donner aux Sénégalais ce qu'ils attendent, c'est-à-dire des victoires et beaucoup de gloire. Si on revient un peu sur votre équipe nationale, et je vous dis, Mayang Sow, Korka Fall, Safiatou Sagna, ces trois joueuses-là, je pense qu'elles étaient là au début, elles sont toujours là. À quel point elles sont vraiment importantes pour le groupe, pour vous, pour la gestion en tout cas, parce que c'est toujours important quand même dans un groupe de filles, surtout d'avoir des joueuses beaucoup plus expérimentées pour pouvoir les guider. Ce sont les gardiennes du temple. Aujourd'hui, elles connaissent la maison. J'étais là avec elles, elles étaient très jeunes. En 2013, quand j'arrivais, elles étaient très très jeunes. C'est vrai qu'elles étaient allées à une Coupe d'Afrique, mais elles n'étaient pas des cadres de l'équipe. Entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais elles ont gardé les valeurs que moi je voulais. C'est-à-dire aujourd'hui, sur certains problèmes, c'est elles qui les règlent. Donc ce sont les capitaines, elles règlent ça avec Soukey. Des fois, je ne suis même pas informé de certaines choses. Donc elles ont un rôle aujourd'hui dans la cohésion sociale de l'équipe. Parce que moi, je pense que s'il n'y a pas de cohésion sociale, il ne peut pas avoir de cohésion opératoire sur le terrain. Et donc, il faudrait que les filles puissent s'entendre.
vous voyez les filles, vous vous dites peut-être qu'il n'y a jamais de problème, mais dans tout regroupement humain, surtout avec des filles, il y a des problèmes. Mais elles sont là pour pouvoir gérer ces choses-là avec les mamans, elles sont les cadres, elles discutent, elles font beaucoup de réunions ensemble, parfois même à l'insu du staff, pour régler des choses. Et après, elles viennent me rendre compte pour qu'on puisse travailler ensemble. Et ça, c'est important. C'est ça le rôle des cadres dans une équipe aujourd'hui. Elles le font bien et je les remercie et je les félicite. Ce sont mes filles. Ce sont mes filles. Il suffit de les regarder pour qu'elles sachent ce que je veux et ce que je ne veux pas. Elles le savent. Elles comprennent tout. Absolument. Mais à côté d'elles aussi, il y a quand même ces jeunes filles, ces footballeurs, en tout cas très jeunes, vous le dites tout à l'heure, vous l'avez fait avec Absatou Malado Diallo qui était à la CAN à 17 ans ou 16 ans même. Il y a d'autres joueuses de 17 ans, et des U20 et des U17 dans votre groupe. Comment ce mélange vraiment tient entre cadres et jeunes dans votre équipe? Il y a une bonne symbiose. Parce que les grandes ont été jeunes. C'est vrai. Et aujourd'hui, elles avaient besoin qu'on les accompagne. Et aujourd'hui, ce sont les premières à accompagner les jeunes. Il y a une fille, la dernière fois, elle était venue ici en regroupement, elle est repartie. Je lui ai dit, mais on a échangé, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as retenu? Elle me dit, au dehors, les gens pensent que les expatriés là, elles sont fermées, elles font... Mais j'étais impressionné de voir certaines d'entre elles, comment elles étaient simples, hein? Comment elles partageaient tout ce qu'elles avaient. L'une des filles arrivait en retard et une des cadres lui a laissé son lit. Et donc, et allait chercher une autre chambre. Elle m'a dit ça, je ne pensais pas pouvoir trouver ça dans l'équipe. Et aujourd'hui, les jeunes aussi qui sont là savent qu'elles doivent apprendre de ces filles-là. Et elles leur parlent. Et elles les couvrent. Elles discutent beaucoup avec elles. Elles leur disent, il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci. Si vous voulez réussir, faites ceci, faites cela. Et les filles les écoutent. Et ça, c'est important. Il y a une vraie famille. Parfois, on ne sait plus qui est la plus grande, qui est la plus jeune. Elles se chambrent, elles se truquent. Mais quand les choses sont sérieuses, vous voyez que certains cadres sont capables de prendre les responsabilités et de jouer le rôle de leader dans le groupe. Et ça, c'est important. C'est important. Et concernant quand même votre staff, parce qu'on ne peut pas ne pas le mentionner, comment vous fonctionnez? Oui, moi, je suis quelqu'un qui délègue beaucoup. Je veux responsabiliser les gens dans le travail. Et je sens que ce sont des gens qui se sont appropriés le projet. Quand l'équipe est en difficulté, je sens que c'est des gens qui ont mal. Quand elles voient des critiques négatives, quand elles voient qu'elles entendent des choses. Elles sont très protectrices, même de moi en tant que sélectionneur. Mais c'est normal. Aujourd'hui, je le dis souvent, c'est normal. Il y a 4 ans, 5 ans, personne ne parlait de nous. Aujourd'hui, si on parle de nous, c'est que l'équipe a grandi. Effectivement. On ne parle pas de nous. Ça n'intéresse personne. Maintenant, je vois, je peux regarder dans le net. Moi, en tout cas, ça m'a toujours intéressé. Oui. Mais bon, soyons sérieux. Aujourd'hui, ça intéresse plus de personnes qu'avant. Bien sûr. Aujourd'hui, on sort une liste, je vois les commentaires, je vois les gens après les matchs, et les gens en parlent. On n'en parlait pas avant. Ça veut dire que l'équipe a grandi. L'équipe aujourd'hui a un statut. Et c'est ça qu'on cherchait. Donc c'est normal aujourd'hui aussi que par moment, qu'on puisse être sous le feu des projecteurs, positivement ou négativement. Ça, on l'accepte en tant que sélectionneur. Quand on dirige, quand on a quelque chose qui appartient à tout le monde, que les gens puissent aussi donner leur avis par rapport à ces choses-là. Il y a de bonnes choses qu'on entend et qu'on prend. Il y a d'autres choses, on se dit, bon, souvent les gens ne comprennent pas. On discute avec les gens, comme vous, qui êtes là tout le temps pour accompagner, pour vous dire quelles sont les orientations que nous avons, que nous ne sommes pas fermés par rapport à ça. C'est votre équipe. Vous devez venir et aujourd'hui les voir, discuter avec les filles, discuter avec nous, voir où est-ce que nous en sommes. Et si vous avez des idées qui peuvent nous permettre de progresser, nous sommes preneurs, parce que c'est l'équipe de tout le monde. Voilà, donc ce staff-là, il m'aide dans ce travail-là. Il m'aide avec une collaboration très franche. On n'est pas tout le temps d'accord. Et quand ils ne sont pas d'accord, ils me le disent. Et après,
Par moment, j'ai dit, bon, c'est moi, je prends la responsabilité, on y va. Mais ce sont des gens d'une extrême loyauté et je tiens à les féliciter, à les remercier pour ça. Il y a quand même quelque chose que certains oublient parfois à mentionner. C'est que pour votre première participation à la CAN en tant que sélectionneur, vous avez qualifié l'équipe en quart de finale. Et vous n'étiez pas vraiment loin de se qualifier pour la Coupe du Monde parce que vous avez été éliminé en quart par la Zambie au tir au but. Ce qui est, d'autres diront que ça se travaille, d'autres diront que voilà, c'est par chance. Qu'est-ce que vous retenez de cette Coupe d'Afrique en 2022? Un sentiment mitigé parce que on était allé pour apprendre. Ouais. Il faut qu'on se dise les choses. Mais quand on est allé dans la compétition, au fur et à mesure qu'on y allait, on a eu de l'appétit et on a senti qu'on avait un groupe qui pouvait aller plus loin. Bien sûr. Maintenant, on aurait pu aller directement à la Coupe du Monde après ce match-là. Contre la Zambie. Si on gagnait, on était directement qualifié pour la Coupe du Monde. Parce que ce sont je pense, les demi-finalistes. Donc, si on battait la Zambie, on était directement à la Coupe du Monde. On n'est pas passé. Même si ce match-là, c'est l'un des matchs, les plus grands matchs qu'on a maîtrisé. Bien sûr. On a perdu au tir au but, mais il ne faut pas oublier qu'on a gagné d'autres matchs sur les tirs au but. Donc, il y a la chance, il y a beaucoup de facteurs. Mais après, il fallait apprendre, il fallait comprendre que les filles là aussi revenaient à la compétition. Donc, sur le plan des émotions, la gestion des émotions, sur le plan caractériel, il y avait des choses à apprendre. On était bien sur le terrain, mais il y a des choses qui s'apprennent en jouant longtemps dans la compétition. Et justement, sur cette CAN 2022, qu'est-ce qui pourrait vraiment vous servir pour la CAN à venir? Il y a beaucoup de filles qui ont joué cette CAN-là et qui ont appris et qui ont beaucoup mûri. Et après cette CAN-là, qui sont allées dans les clubs professionnels. Ça, pour moi, c'est un atout parce qu'ils ont appris beaucoup de choses. Ça nous permet de faire des raccourcis sur certaines choses. Parce qu'au début, on était obligé de travailler comme un club. Il nous est arrivé de rester 4 mois à 5 mois en regroupement pour travailler sur certaines choses. Parce qu'en fait, les filles avaient beaucoup de choses qu'elles ne maîtrisaient pas. Mais aujourd'hui, quand on met des exercices, rapidement, elles comprennent ce qu'il y a à faire et on y va. Et donc, elles comprennent vite. On donne les consignes et elles viennent nous dire même, bon, sur telle situation, on a tel problème, comment on va régler ça? Ça, on ne l'avait pas avant. Ça veut dire qu'elles ont beaucoup grandi. Et après, maintenant, ça, c'est une expérience qu'on a vécue qui va nous permettre aujourd'hui d'aller dans une compétition en se disant, maintenant, telle chose peut être un problème pour nous. Telle chose peut être une menace. Voilà nos opportunités. Voilà nos points forts. Voilà nos points faibles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner un adversaire comme le Maroc? Qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner un adversaire contre la Zambie? On doit faire ceci, on doit jouer de telle manière. Et ça, aujourd'hui, les filles le comprennent. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un atout important. Maintenant, il y a autre chose. Il y a de la jeunesse dans le groupe. Aïssatou Fall, qui était capitaine des U17. Nogay, qui était Sadigatou, qui est jeune, Adama Sané qui était dans la sélection, Adi Ndiaye, Khady Faye, aujourd'hui Oulimata Ndiaye, capitaine des U20. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont là-dedans, mais ce n'est pas parce qu'elles sont jeunes qu'elles n'ont pas de l'expérience. Elles ont déjà un vécu dans la compétition. Et ça, c'est important à côté des anciennes de pouvoir épauler parce qu'il nous faut un groupe compétitif où à chaque poste, on puisse avoir 2 joueuses approximativement de même niveau. Parce que tout peut arriver. Là, par exemple, sur le premier match, la CAN, avec les cartons que nous avons, on risque de perdre peut-être 2 ou 3 joueuses qui ne vont pas jouer ce premier match-là. Donc, il faut tout de suite trouver des solutions par rapport à ça. Et c'est en jouant des matchs amicaux comme on va le faire que nous pouvons pallier ce genre de choses. Justement, je rappelais en début d'interview que vous êtes qualifié quand même depuis 2023, décembre 2023. Ça fera 1 an et 6 mois. Mais peut-être le souci est que vous n'avez pas eu beaucoup de matchs entre-temps. Oui, on a joué sur les fenêtres FIFA. Parce qu'après, ce qui est problématique, c'est que les filles sont en Europe.
on ne peut pas avoir des matchs. On a essayé de travailler avec le groupe local ici pour élever le niveau de celles qui sont là. Et il y avait quand même des trêves pendant lesquelles... Sur certains trucs, il y a eu un problème de timing, on n'a pas pu jouer, mais on a essayé quand même autant que faire se peut de jouer des matchs. On a joué contre la RDC ici, on a joué contre l'Afrique du Sud. Dernièrement, ce qui a posé le problème, c'est qu'on devait jouer contre le Tchad qui s'est désisté au dernier moment, mais on a tenu à avoir le rassemblement et on a même joué contre des garçons ici. Et c'est pourquoi on a tenu vraiment à jouer ces deux dates-là ici contre le Ghana pour avoir une meilleure idée, nous situer par rapport à ce que nous devons faire dans le cadre du travail. Et heureusement pour nous, nous avons à partir du 18 mai au 31 mai, nous avons le tournoi de l'UFOA. Et ça va coïncider avec une période où les joueuses qui sont en Europe auront déjà terminé leur championnat et on pourra avoir un bon groupe. Je pense que l'UEFA a fait cela pour permettre au Sénégal et au Mali d'avoir une bonne préparation. À la Coupe d'Afrique, vous allez affronter le Maroc une nouvelle fois en poule, le pays hôte, qui malheureusement vous a battu au dernier match de poule à la CAN 2022, qui vous a également battu en amical 7-0. Mais j'ai envie de vous rappeler cette interview-là qu'on a faite avec Seyni Ndirsek récemment et qu'elle disait, voilà, lorsqu'on a joué le Nigeria en 2000, je ne sais plus en 2000 combien, mais en tout cas, ils avaient perdu 8-2 à domicile ici, au Sénégal. Après, le retour, tout le monde leur disait que vous allez prendre une valise, etc. parce que vous ne pouvez pas perdre ici. 8-2 et aller gagner ou prétendre quelque chose là-bas. Mais Seyni, ce qu'elle a dit, elle a vraiment dit que nous, quand on partait pour jouer le match retour, on s'était dit, on ne va pas se faire humilier. Et elles ont perdu quand même, mais sur un but marqué sur penalty. Je veux dire par là, est-ce que parfois le niveau les qualités intrinsèques peuvent parfois quand même ne pas suffire pour gagner une équipe ou tout simplement, parfois il faut changer la mentalité, même si on n'est pas au meilleur niveau que l'adversaire, il faut parfois changer la mentalité pour pouvoir prétendre quelque chose. Chaque match a son histoire. Ça, si j'ai une petite expérience dans le football, c'est ça que je retiens. Il n'y a pas deux matchs qui vont se ressembler. Je vais vous donner l'anecdote que nous avons eue déjà contre le Ghana. Nous avons joué les deux derniers matchs qu'on a joué contre le Ghana. Au Ghana, on a perdu 2 fois. Le premier match, on a pris 3-0. Mi-temps, 3-0. Le deuxième match, quand on a joué, on a perdu. Mais après, les gens nous ont demandé est-ce que c'est la même équipe qui a joué. Ça veut dire que les choses peuvent changer d'un match à l'autre. Remettre le match du Maroc amical dans son contexte. On était en début de championnat. Pour les filles qui étaient en Europe, elles avaient 1 ou 2 matchs dans les jambes. Et les filles qui étaient au Sénégal étaient en vacances. Il n'y a que les filles des Aigles qui avaient 15 jours de préparation. Donc on est allé avec une équipe qui manquait vraiment de préparation sur ces matchs-là. Et je ne parle même pas du match contre le Maroc, mais le match déjà contre la Tanzanie nous avait montré qu'il y avait des soucis par rapport à ce que nous allions faire. Rappelons le score quand même, c'était 1-1, je crois. Et le Maroc nous a programmé contre la Tanzanie. On a eu 2 jours de récupération, pas 2 jours. C'est-à-dire on a eu 1 jour de récupération et le jour d'après, on jouait le Maroc. Donc, on n'était pas vraiment dans les meilleures conditions. Mais ce qui me plaît dans cette histoire-là, c'est que le score est lourd, mais il nous a renseigné sur pas mal de choses. On a beaucoup appris de cette équipe-là. C'est une équipe que nous connaissons bien, qui était bien préparée, mais nous, on n'était pas prêts. Donc, c'était une non-équipe. Pour moi, c'était un non-match. Mais on prend ce match-là parce que c'est une gifle qui nous a montré qu'il y a encore du boulot à faire. Et pour moi, de ce point de vue, c'est important. Et heureusement que c'était un match amical. Donc, ça nous permet aujourd'hui, puisque nous les avons dans la poule et qu'elles vont jouer chez elles, que c'est autre chose. Aujourd'hui, j'en parle avec les filles. Mais je suis presque sûr, le temps nous le dira, qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Justement, est-ce que vous pensez réellement et concrètement que le Sénégal a ses chances, en tout cas, d'aller beaucoup plus loin qu'en 2022? C'est pourquoi on travaille. Quand on va dans une compétition, c'est pour aller loin, c'est pour gagner. Moi, je suis un compétiteur.
Si je ne pense pas gagner, j'y vais pas. Maintenant, je suis réaliste. Et je sais que ce ne sera pas facile. Et c'est à nous de nous battre face à l'obstacle qui est devant nous, face à l'adversité qui est devant nous, pour nous mettre au niveau. Et c'est pourquoi je dis, on a cherché ces matchs-là pour être à niveau. Vous avez joué contre l'Afrique du Sud. Oui. Vous avez également joué récemment contre le Ghana. Vous avez fait bonne figure. Yeah. Après, est-ce que ces matchs-là vont forcément vous servir, mais à quel point? Déjà, la connaissance de notre niveau, la connaissance de notre groupe et comment gérer les problèmes qu'une équipe de haut niveau peut nous poser. Parce que l'intensité ne sera pas la même que quand vous jouez contre une. Donc, on sera face à un défi de l'adversité, un défi de l'intensité, un défi tactique, un défi physique. Comment nos joueuses pourront répondre? Et ça nous donnera une idée de qui est apte aujourd'hui. Parce que c'est pas parce qu'on a un groupe aujourd'hui qui est là que c'est ce groupe-là qui va aller à la CAN. Oui, effectivement. Donc, et s'il y a des joueuses à qui il manque des choses, on verra comment on va compléter ces choses-là. S'il y a des joueuses qu'il faut aller chercher pour compléter ce groupe, on le fera. Mais ces matchs-là nous donneront une idée de où est-ce que nous sommes aujourd'hui et où est-ce que nous voulons aller. Parce que si aujourd'hui on fait des bons matchs contre le Ghana, ça veut dire qu'on peut prétendre aujourd'hui faire de bons matchs contre les équipes. Le Maroc, etc. Donc aujourd'hui, ces matchs-là sont d'une importance capitale. Nous allons y travailler pour jouer et répondre à cette adversité, à l'intensité qui va nous être posée. Et après, ça nous permettra de dire, voilà le chemin qu'on doit aborder si on veut être compétitif à la CAN. Voilà, si on veut gagner contre le Maroc ou faire bonne figure contre le Maroc ou la Zambie, si on veut se qualifier pour le deuxième tour, on doit travailler sur tel aspect en priorité et ça va nous permettre de prioriser nos besoins par rapport à ce que le terrain va nous donner comme enseignement. Vous ne me semblez pas vraiment un entraîneur ou un sélectionneur qui innove d'un match à l'autre. Est-ce que vraiment vous jugez votre empreinte sur l'équipe satisfaisante? Oui, mais en fait, pour moi, dans la vie, il faut travailler avec des certitudes. Moi, je pense qu'il faut avoir, des convictions et aller jusqu'au bout. Les gens peuvent ne pas être d'accord. Mais moi qui travaille avec ces filles-là, moi qui les côtoie depuis quelques années, je sais qui est apte à nous apporter quelque chose. Sur un match, une fille peut passer à côté, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas bien. Rappelons que ces filles-là étaient là avec nous. Ouais. C'est parce qu'elles ont eu un bon niveau qu'elles se sont retrouvées dans certains clubs. On ne peut pas être à Marseille aujourd'hui, à Strasbourg ou à Galatasaray et ne pas avoir un bon niveau. Aujourd'hui, elles peuvent revenir et ne pas être au meilleur de leur forme. C'est possible. Ou avoir des soucis sur le plan physique, mais ça, c'est à nous de travailler avec elles pour les mettre d'aplomb, pour leur permettre de revenir à ce niveau-là. Mais ce que j'ai dit encore, il n'y a de place acquise pour personne. Moi, je suis un compétiteur. Si une joueuse n'est plus au niveau sur lequel je l'attends, je mettrai une autre. Et c'est pourquoi je travaille pour avoir vraiment une concurrence positive dans l'équipe où les joueuses pourront avoir le niveau sensiblement égal pour nous permettre, en cas de défaillance, de pouvoir amener une autre. Alors, Ngenar Ndiaye, Mama Diop et Absatou Malado Diallo, ce sont quand même trois joueuses qui réalisent vraiment d'excellentes performances dans leurs clubs respectifs. Est-ce que vous pensez vraiment avoir le front offensif pour pouvoir rivaliser avec certains adversaires? Korka a marqué 2 buts sur son dernier match. Je parle surtout de... Pascaline a marqué 5 buts sur son dernier match. Non, je ne voudrais pas qu'on fixe. J'ai même vu Mbeng Sao marquer sur son dernier match. J'ai vu Meta marquer sur son dernier match. Si elles sont là, toutes, c'est parce que effectivement elles sont en train de faire de bonnes choses. Et ça devrait nous rassurer. Ça devrait nous rassurer d'avoir des joueuses qui font de bonnes choses dans leur championnat respectif. Abi Baldé, elle a marqué dans son club. Elle a marqué beaucoup de buts dans son club. Donc on les fait revenir. Aujourd'hui, maintenant, on va trouver la meilleure combinaison possible. Parce que c'est une équipe. Ce n'est pas simplement que d'attaquer. Il y a aussi des efforts à faire pour défendre ensemble. On trouvera les joueuses qui auront les meilleurs automatismes pour pouvoir poser des problèmes aux adversaires. Et ces matchs-là vont nous permettre, on en a 2, c'est pourquoi on en a cherché 2, qui vont nous permettre de voir sur les 2 matchs quelle est
la meilleure ossature possible pour pouvoir démarrer nos matchs. Et les autres qui sont sur le banc sont aussi là pour pouvoir apporter le meilleur d'elles-mêmes quand on aura besoin d'elles. C'est ça une équipe, c'est pourquoi on en amène 23. Il y a quelques mois, vous me disiez que vous êtes vraiment en train de travailler pour pouvoir amener beaucoup de footballeuses expatriées, en tout cas nées en France ou en Espagne, mais vraiment des expatriés. Je pense que vous êtes vraiment sur cette ligne-là parce que vous avez amené beaucoup de joueuses. Après, Noélie Mendy, particulièrement et Fatoumata Baldé, qui étaient là, je pense qu'elles avaient quand même fait bonne figure ou bonne impression, mais elles ne sont plus là. Pourquoi? C'est des choix, hein? Et puis il faut voir tout le monde. On n'est pas encore au moment du choix définitif. Il nous faut voir l'ensemble des joueuses que nous avons et de voir quelles sont les meilleures par rapport à ça. Et Korka n'était pas là lors du dernier match. C'est la capitaine de l'équipe. Effectivement. Abi Baldé n'était pas là. C'était des choix. Parce qu'on ne peut pas les amener toutes. On ne peut avoir que 23. Maintenant, il faut les amener. Et après, quand il s'agira maintenant de faire le choix définitif, on verra celles qui sont les meilleures et sur qui on pourra compter pour permettre de faire le choix définitif qui va être un choix de qualité. Par contre, les choix qui semblent vraiment figés concernent Seynabou Mbeng et Astou Ngom. Malgré leur performance en club, pourquoi ne pas les appeler, ne serait-ce que pour leur expérience sur le banc? Je les avais appelés. Ça fait quand même... Seynabou Mbeng, je suis le premier sélectionneur à l'avoir emmené en sélection. Donc je la connais bien et on est en contact. De même pas de Mofal. Et peut-être des filles que vous ne connaissez même pas. Je suis en contact avec toutes ces filles-là. De même que Astou Ngom, qui était là quand on démarrait. Et pour la petite histoire, le match contre la Gambie ici, vous vous rappelez, avant qu'elle parte en France, elle était ici dans le groupe. Mais encore, c'est des choix. Et c'est des équilibres à chercher dans une équipe. C'est des équilibres. On ne peut pas amener une équipe où il n'y a que des attaquantes. Non. On ne peut pas amener une équipe où il n'y a que des défenseuses. J'ai vu même sur certains commentaires, parce qu'on avait vu sur certaines listes qu'on avait mis que 3 attaquantes. Félicitations, tu as été le premier à voir que certaines qui étaient attaquantes avaient été mises en défense ou dans le milieu de terrain. Mais aujourd'hui, c'est des équilibres à trouver. Une équipe, c'est des équilibres par rapport au nombre de défenseurs, au nombre de milieux de terrain et au nombre d'attaquantes. Et après, on voit celles qui sont en phase par rapport au projet. Et après, on va appeler les autres au fur et à mesure. Parce que c'est ça. On en a appelé beaucoup. Mbagnick, si je te dis que entre la date affichée de la CAN, donc notre éliminatoire en décembre, et aujourd'hui, nous avons utilisé au moins une 50aine de joueuses. Au moins. C'est un grand nombre quand même. Ça veut dire qu'on permet à tout le monde. On ouvre. On a ouvert. On a amené Fatih des U17 ici. On a amené Dena Bassane des U17. Et elles sont très jeunes. Aïd Ndiaye, quand elle venait en sélection, elle avait 17 ans. Ça veut dire qu'on n'est pas figé par rapport à l'âge. On n'est pas figé par rapport à la provenance de la fille. Parce que sinon, on aurait pris simplement des filles qui sont... Mais nous avons une politique aussi de protéger les filles qui sont dans notre championnat pour leur permettre... Aujourd'hui, presque, c'est assez égal au niveau de nombre. Un autre sélectionneur aurait pu peut-être prendre 23 joueuses qui sont toutes à l'extérieur. Mais nous cherchons à travailler et à permettre à ces filles-là qui sont dans nos sélections jeunes de pouvoir grandir aussi, de pouvoir faire ces choses-là. Et c'est pourquoi on a des filles qui sont aux Aigles, à Kaolack FC, à Komaré. On a sillonné le pays pour voir les meilleurs. Mais après, c'est une question de choix stratégique par rapport à des postes et par rapport à des complémentarités. Parce que qui on veut créer des automatismes, c'est en fonction des profils qu'on a. Il faut chercher les profils qui vont nous permettre aujourd'hui de pouvoir jouer, dérouler le jeu que nous voulons. Un autre entraîneur pourrait mettre d'autres joueuses. Mais moi, aujourd'hui, je suis assez satisfait de ce qu'elle me donne et des complémentarités et des connexions que nous mettons entre elles dans le terrain. Alors, je n'ai pas envie que ça se termine, mais bon, ça commence à faire long. Mais je veux surtout parler d'une joueuse, Ndeyawa Diakhaté. On a l'impression qu'elle n'a pas vraiment reprise parfaitement depuis son retour de blessure. Comment vous la trouvez? Elle est là.
Oui, oui, elle est là, mais bon, ses performances en club, on les voit, c'est pas... Je pense que c'est très normal. Une fille qui a eu quand même des croisés, c'est pas du jour au lendemain parce que vous restez longtemps sans être au contact. Et là, vous avez une blessure à soigner, il y a tout ce qu'il y a comme phase de réathlétisation, de retrouver les sensations. Et on la ramène dans le groupe pour qu'elle puisse retrouver ces sensations-là avec le groupe. Elle a commencé à jouer avec son club à Marseille et elle va trouver lentement du temps de jeu avec la sélection. Et c'est ça qui va lui permettre, au moment où on aura besoin d'elle, qu'elle nous donne le meilleur d'elle-même. Donc, ce sont des choses qui... ça me permet d'avoir une pensée aussi pour Koumbasila. J'ai eu son coach, j'ai eu le kiné de l'équipe. Et ça progresse bien. Et on prie simplement qu'elle puisse retrouver les terrains comme Awa l'a fait et que comme toutes les joueuses qui sont blessées. Et donc, c'est important. Mais on va lui donner le temps de se remettre. On va la faire jouer progressivement. Il ne faut pas aussi la forcer parce que ça ne sert à rien de lui imposer quelque chose. Si elle retrouve encore une autre blessure, ça peut être très difficile pour la suite de sa carrière. Celle qui est revenue aussi après une blessure de quelques mois, c'est Mbayang Sow. Comment elle va? Oui, ça va. On s'est entraîné avec elle hier et aujourd'hui. Donc, les médecins sont en train de la surveiller. Elle a joué des matchs de 90 minutes dans son club. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est bien. Il faut maintenant, comme je l'ai dit, lui donner le temps qu'elle retrouve ses repères dans le jeu. Parce qu'elle est restée longtemps sans jouer avec la sélection. Ce sera progressivement qu'on va lui permettre de retrouver ça. Parce que c'est une joueuse cadre de l'équipe, c'est une joueuse qui peut nous apporter beaucoup de choses. Et au-delà de ça, elle a un mental dans la compétition. C'est une compétiteuse. On a besoin de ce genre de joueuses, mais il faudrait faire en sorte de les amener progressivement. Un entraîneur disait, on ne peut pas être prêt avant et durant la compétition. Nous, on va être prêt durant la compétition. Il ne sert à rien d'être prêt avant et de ne pas être prêt durant. On se prépare. Ce sont des matchs de préparation. On va essayer des choses. C'est le moment d'essayer des choses. Et c'est en essayant qu'on va faire des erreurs peut-être, mais qu'on va avoir des certitudes par rapport à ce que nous allons faire. Qu'on donne le temps de mettre en place ce que nous voulons mettre en place. Alors, vous me faites d'ailleurs la transition pour pouvoir finir. Ces deux matchs-là contre le Ghana, comment vous les préparez? Comment vous allez les aborder? Vous avez vu très sérieusement. Très sérieusement, vous avez vu l'entraînement, vous avez vu l'engagement, vous avez vu la concentration, le sérieux. Il y a des choses à rectifier, mais on va continuer à y travailler. Déjà cet après-midi, nous avons une deuxième séance avec elle. Demain, on va s'entraîner au Stade Lat Dior pour retrouver les trucs, les repères. Et après, une dernière séance le vendredi. Bon, on a eu un petit souci parce qu'on vient d'avoir ce matin le groupe au complet. Certaines des joueuses étaient bloquées à Paris. Elles sont arrivées hier tardivement. Et ce qui a fait qu'on a un peu même déplacé l'heure d'entraînement vers 8h30 pour leur permettre de bien dormir pour pouvoir faire la séance. Et donc, c'est un réaménagement que nous faisons. Mais je pense qu'elles vont rentrer progressivement dans le groupe et nous apporter, parce qu'elles sont conscientes des enjeux, elles sont conscientes aujourd'hui de ce que nous attendons d'elles. Elles ont envie de donner au Sénégal son premier trophée continental. Ce sera peut-être avec beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Elles sont prêtes à répéter ces efforts-là pour qu'on y arrive. Si ce n'est pas cette fois-ci, on a encore une CAN qui va arriver rapidement au mois de mars 2026. Il va falloir d'abord se qualifier devant la Côte d'Ivoire. Et parce que cette CAN-là, elle est importante, parce qu'elle est qualificative pour la Coupe du Monde. Ces filles-là rêvent. Différent de cette CAN qui arrive. Voilà, donc elles ont des projets. Elles ont des projets pour le Sénégal et on les accompagnera du mieux qu'on peut. Et Inch'Allah, on donnera le meilleur de nous-mêmes pour donner au Sénégal la satisfaction. Et nous demandons à tous les Sénégalais de prier pour nous, de prier pour toutes nos sélections. Déjà pour la sélection U17 qui est en compétition, les U15 vont entrer bientôt en compétition, les U20, qu'on puisse avoir les mêmes ou plus
encore de lauriers qu'on a eu il y a 2 ou 3 ans, parce que le Sénégal est un grand pays de football et nous méritons cela. Donc continuons à travailler main dans la main, les entraîneurs, les joueuses, les journalistes. Et c'est le lieu de vous remercier pour votre déplacement, parce que ça nous fait plaisir de voir des gens qui s'intéressent à ce que nous faisons. Vous avez pris votre journée pour nous. Ça, c'est important. Les filles sont contentes. Moi, je suis contente. Moi aussi, justement, ça fait vraiment plaisir d'être là. Et c'était la toute dernière question quand même. Au mot de la fin, s'il vous plaît. Merci. Merci. Et puis, ensemble, continuons à travailler. Faisons-nous confiance. Donnons-nous la main dans la main. Appuyons ces filles-là. Parce que je le dis souvent, le football féminin doit avoir une discrimination positive. Parce que chez les garçons, il y a beaucoup de choses qui sont déjà installées. Aujourd'hui, les filles sortent, les garçons sortent et vont dans des académies où il y a des conditions de travail qui sont même peut-être... Mais ici, il y a encore du travail à faire. Nos clubs commencent à mettre des moyens à se professionnaliser, mais on n'est pas encore arrivé au niveau des garçons. Donc, on a besoin aujourd'hui qu'on accompagne davantage ces filles-là, qu'on ait une meilleure préparation, parce que les enjeux sont importants et elles ont envie d'écrire leur propre histoire aussi, de continuer à écrire leur histoire, parce qu'il y a eu quelque chose de déjà fait, mais elles ont faim, et c'est ça qui est important. Elles ont faim, on a envie de faire quelque chose pour notre pays, et on va se battre du mieux qu'on peut. Et nous demandons à Dieu de nous accompagner et au peuple sénégalais dans leur prière de continuer à prier pour que toutes nos sélections puissent rayonner. Parce que c'est ça notre vive le Sénégal. Alors Mamoussa Cissé, c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir ici au centre Youssoupha Ndiaye de Guéréo pour partager avec vous. En tout cas, ça a duré 1 minute au moins. C'était vraiment un plaisir pour moi et nous vous souhaitons tout le meilleur. Merci beaucoup, c'est moi. Et à vous aussi, amis internautes de YouSport, on se retrouve pour très bientôt. Merci.